Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un Belge sur 5 a encore confiance dans les partis politiques. Et ce chiffre date de 2018. Je ne suis pas certain que la crise sanitaire que nous connaissons ait amélioré cette confiance dans les partis politiques. Comment penser donc le parti politique qui pourrait parvenir à se réconcilier dans le futur avec les citoyens? Voilà le sujet que nous voudrions approfondir avec vous ce soir, dans la perspective de ce mouvement positif que Il fera beau demain entend créer. Pour cela, nous avons trois intervenants qui vont nous éclairer. Je propose en premier de vous présenter Didier Gossuin, bourgmestre bien connu d'Oderghem, ancien ministre des Filles, mais également Caroline Van Wensberg, qui est politologue à l'UC Louvain, et Régis Warmont, qui est un cofondateur de l'ancien mouvement citoyen En Marche.be, qui voulait justement bousculer la vie politique et amener à une nouvelle organisation politique construite à partir des citoyens. Mais Régis, tu auras certainement l'occasion de nous expliquer sur les motivations de cet engagement dans le cours de ce débat. Vivons-nous en démocratie ou vivons-nous en particratie? Est-ce que finalement les partis politiques ont pris le pouvoir et ce ne sont plus finalement les citoyens, la population qui, à travers leurs représentants, ont encore la possibilité de choisir les règles du jeu? Est-ce que pour vous, les partis sont quelque chose de positif? Vous avez une petite ardoise près de vous avec une craie, un frotteur à l'ancienne. Je voudrais vous suggérer que vous preniez cette ardoise, juste écrire éventuellement une qualité ou un défaut. Vous choisissez des partis selon vous. C'est la dictée. Alors, Caroline, peut-être, tu es prête? Oui, je parle de coordination. Coordination. Les partis ont un rôle de coordination. Régis, pour moi, dans une tour d'ivoire. D'interface. Interface, coordination, c'est assez similaire finalement, il y a quelque chose. Tour d'ivoire, ça montre cette différence, cet écart qu'il y a peut-être entre, en tout cas ressenti par les citoyens vis-à-vis des partis. Mais donc, je voudrais vous entendre sur cette idée de la particratie. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui correspond à une réalité, ou bien c'est plutôt un ressenti populaire, mais qui ne résiste pas à l'analyse? Peut-être qui souhaite commencer? Mais je peux peut-être Caroline, juste parole à la politologue. Expliquer peut-être comment on entend la particratie. Parfait. Et de dire que la particratie n'est pas incompatible avec la démocratie. Ce serait la démocratie où les partis qui existent et qui existent dans plusieurs formes et dans plusieurs histoires de démocratie. Les partis prennent le pli tout doucement et l'emportent en sciences politiques, l'emportent sur le rôle du Parlement. Donc dans ce cas-là, oui, en Belgique, on se rend compte, mais pas qu'en Belgique, on se rend compte que les partis prennent de plus en plus de place. Je parlais de coordination tout à l'heure et coordonnent toute une série de choses qui auparavant pouvaient se faire notamment au Parlement. Au Parlement ou au gouvernement? Au Parlement essentiellement. Je veux dire, c'est le Parlement qui contrôle le gouvernement. Et aujourd'hui, en théorie, dans un principe démocratique, c'est le Parlement qui contrôle le gouvernement. Et aujourd'hui, et on voit bien, ce sont les plaintes qu'on entend ces dernières semaines ou ces derniers mois dans le cadre de la gestion de la crise Covid, c'est que le Parlement n'a pas de rôle. Alors, je vais dire peut-être encore moins de rôle que d'habitude à jouer. Est-ce que les partis ont pris le pli ? Je dois dire que pour l'instant, je suis assez sceptique quant au rôle des partis et je pense que pour l'instant, on n'est même pas au-delà de la particratie, mais dans une autre dimension où des individus ont pris peut-être beaucoup plus le leadership que des partis politiques. Je tenais le même raisonnement cet été quand il s'agissait de former un nouveau gouvernement fédéral, après tous les longs mois de crise que l'on a connus, en disant on a l'impression que c'est un jeu d'individualité. Certains responsables politiques bloquent, certains finalement prennent leurs responsabilités et qu'on n'est plus du tout dans une logique de parti, on est vraiment plutôt, j'ai l'impression, dans un jeu d'individualité plutôt que de parti. DJ, penses-tu aussi que les partis aujourd'hui sont affaiblis? Je ne pense pas que les partis soient affaiblis, au contraire, ils sont trop forts. Si j'ai marqué interface, c'est parce que j'ai une vision positive des partis. Je ne vois pas une organisation politique sans des structures intermédiaires entre les attentes de la population et les expressions politiques au Parlement et l'exécution au niveau du gouvernement. Alors ça s'appelle parti, ça peut s'appeler mouvement, ça peut parler, peu importe, à cette organisation. Mais ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il, c'est
la particratie a pris le pas sur le jeu démocratique, d'une part, et ça s'est accentué par le poids des présidents de partis qui finalement imposent leur position à l'ensemble du parti. Mais selon moi, ça va de pair avec la méfiance à l'égard de la démocratie. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on ne croit plus à la démocratie. Et on se met à rêver à d'autres modèles d'organisation politique de type beaucoup plus autoritaire. Alors comment est-ce que, dans ce contexte de défiance de la démocratie et d'affaiblissement de la démocratie, comment est-ce que les partis peuvent rejouer pleinement leur rôle? C'est toute la question, c'est tout l'enjeu. Régis, finalement, on entend Caroline qui nous dit que les partis aujourd'hui sont plutôt affaiblis parce que c'est les individus qui prennent l'avant-scène. Didier plutôt qui lui confirme que les partis seraient trop forts. Ton sentiment, toi, c'est plutôt ces partis tour d'ivoire que tu nous décrivais. Ils sont trop forts alors ? Mais pour moi, ils sont trop forts et ils sont trop individualisés. Je veux dire, dans la vision de la démocratie actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Bien, il y a des élections, puis une fois que l'électeur a donné sa voix à un parti, ou parce que c'est peut-être, on pourrait dire un représentant, mais les représentants sont déjà choisis par les présidents de parti, donc je veux dire, le choix entre guillemets d'électeurs est déjà restreint, eh bien il lui donne pour l'entièreté de la législature. Et donc quelque part, quelles que soient les décisions qui se fassent une fois que ce vote a eu lieu, il n'a plus la main sur la décision. L'électeur. L'électeur. Oui. Et donc quelque part, après, on a souvent l'excuse, ben oui, les partis se mettent en coalition, donc ils ne peuvent pas faire leur programme parce qu'il faut bien pouvoir avoir un accord entre les différents partis. Et donc on en arrive à quelque part une décision qui se fait en petits cercles restreints, soit entre les présidents de partis, enfin c'est une vision vue de l'extérieur, puisque je ne connais pas non plus concrètement comment ça se passe sur le terrain, mais donc je m'imagine en tant que citoyen que la décision se fait en petits cercles entre soit les présidents de partis et éventuellement quelques proches qui ont décidé sur base du programme, mais pas complètement, parce que bon, il y a aussi un objectif final. Et donc je pense que moi, mon gros problème, c'est plutôt cette rupture entre ce pourquoi un électeur va aller voter pour un parti, en se disant, voilà, je pense que ça m'intéresse pour cette raison-là, et la concrétisation après, lorsqu'on est dans un gouvernement ou dans un parlement, des décisions qui sont prises pour des raisons qui sont sans doute tout à fait compréhensibles, mais qui font qu'en effet, cette particratie casse complètement peut-être l'espoir du citoyen par rapport au résultat final qui sort des discussions entre les partis. Caroline, Régis a parlé notamment du rôle des coalitions et du fait que ça limite la capacité pour les partis de définir leur jeu, l'importance des accords entre les présidents. Cette particratie, elle est liée à notre modèle d'organisation de la démocratie proportionnelle qui demande des gouvernements qui mettent plusieurs partis ensemble ? Disons, le fait qu'on a des coalitions qui reprennent un grand nombre de partis nécessite c'est peut-être pas très positif comme mot, mais de cadenasser un petit peu le jeu. Le rôle des partis politiques de la majorité est d'apporter une majorité au gouvernement en permanence. Ce qui n'est plus trop ce qu'on entend pour l'instant d'ailleurs. On a l'impression que justement, parfois des présidents de parti ou des individus... il y a des individus, ça tire un petit peu dans tous les coins, mais on ne voit pas tout à fait le résultat au Parlement, aussi parce que la crise occulte peut-être un petit peu ce travail-là. Mais donc le rôle des partis dans une coalition, c'est de s'assurer que les partis de la coalition ont toujours une majorité. Et donc, le jeu est un petit peu verrouillé parce qu'il faut que les parlementaires d'un même parti ne tirent pas dans tous les sens, justement, et soutiennent les décisions qui sont prises par le gouvernement. Sinon, ça donnerait quoi ? Ça donnerait, par exemple, une situation à l'américaine où, pour chaque décision, il faut aller convaincre ses propres parlementaires ou des parlementaires de l'opposition. Et on est en permanence, parce qu'on idéalise un petit peu le système bipartisan américain, mais on est dans un système où il faut toujours aller chercher la voix, et chercher la voix, c'est parfois avec des contreparties. Le jeu n'est pas plus sain dans un système qui serait plus clair, bipartisan, majorité contre opposition, et non plus un système de coalition. C'est vrai que c'est quelque chose que Barack Obama, pour ceux qui ont lu ses mémoires, décrit très fort, cette obligation qu'il avait à aller chercher la voix chez chacun des élus, et parfois du coup en vendant l'ouverture d'une usine ou une réduction d'impôts, etc., pour convaincre parfois les membres de son propre parti. C'est des choses qu'on ne voit pas chez nous, par contre ? On ne le voit pas de cette manière, on ne le voit pas à l'américaine, mais il est vrai que même en intérieur du parti,
partis. Il y a sans doute des marchandages qui se font, hein. Des gens qui se poussent, qui sont des francs-tireurs qu'on va essayer de neutraliser ou qu'on va essayer de faire rentrer dans le rang. Donc on voit bien qu'à l'intérieur du parti, je ne vais pas le citer, mais on a tous un certain nombre d'exemples de gens qui, parce qu'ils sont déçus, parce que ci, parce que ça, jouent des cartes personnelles un peu à l'américaine. Je ne crois pas que ça soit non plus la voie à suivre. Donc je crois qu'il faut une stabilité, mais le travail véritablement que nous avons à faire comme responsables politiques et comme parti, c'est oser travailler sur le moyen et sur le long terme, c'est-à-dire restaurer la démocratie. Et ça, les partis politiques sont incapables aujourd'hui de le faire. Ils sont dans un marché électoral. Et le marché électoral, c'est l'immédiat, c'est le sondage, c'est la médiacratie qui impose de flatter l'électeur. On le voit par exemple avec la crise du Covid aujourd'hui, où des présidents de partis, ne sont même pas des électrons libres, des présidents de partis tentent de positionner eux-mêmes et leur parti différemment que la dynamique générale dont ils font partie eux-mêmes, c'est-à-dire du gouvernement. Et là, on est vraiment on est en train de briser tous les codes de compréhension pour le citoyen. Et donc on affaiblit ce que l'on fait aujourd'hui par la manière de travailler, on affaiblit tous les jours un peu plus la démocratie. Où ça va nous mener? Ça va peut-être nous mener à la fin des partis politiques, mais ça va surtout nous mener à la fin de la démocratie. C'est ça qui est quand même inquiétant. Dans les démocraties parlementaires, libérales que l'on connaît dans nos pays, les partis politiques ont un rôle majeur, c'est le rôle de fusible, en quelque sorte, qui fait que le citoyen, s'il n'est pas content d'une décision, va accabler le parti et non pas accabler la démocratie. Or, les partis politiques n'arrivent plus à jouer ce rôle de fusible et finalement on en arrive à accabler le système alors que tout était fait. Le système des partis est fait pour protéger et préserver le système de la démocratie. Ok, mais quand je vous entends, j'entends quand même des choses très différentes. Entre Régis qui nous dit que les partis finalement bloquent le citoyen, l'empêchent de pouvoir continuer à peser sur le jeu démocratique, finalement confisquent le débat démocratique entre deux élections. Didier qui parle plutôt de médiacratie, qui fait que les partis en fait sont en train de courir derrière les électeurs constamment, à travers les sondages, à travers le poids des médias. Toi, Caroline, qui nous dit que les individus finalement ont pris le pas sur les partis, c'est des choses finalement quand même très différentes. Et est-ce qu'on pourrait résumer ça par une question, et je vais vous demander peut-être de reprendre encore vos ardoises et de me répondre par oui ou par non, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'une démocratie sans parti, plus du tout de parti politique, ce serait possible? Oui ou non? Didier? Pour moi, non. Non, pour moi non plus. Non. Ah bien, je ne suis pas surpris par vos réponses. Voilà, ça me semblait correspondre. Effectivement, l'affaiblissement des partis était mis en évidence par Didier comme pouvant risquer d'être aussi la fin de la démocratie. Et toi, Régis, par contre, tu as l'impression que ça pourrait renouveler la démocratie. Qu'est-ce que tu imagines alors comme fonctionnement? C'est pas une grande surprise, puisque moi, une des choses que j'essaie de mettre en avant depuis que quelques années où je me suis investi dans les différents mouvements politiques, dans mon intérêt personnel, c'est surtout la vision sur la démocratie liquide, ou quelque part, mais je dis sky is the limit, on est bien d'accord que ça n'est pas quelque chose qu'on mettrait démocratie liquide, ça je ne comprends pas. Et donc voilà, donc en gros l'idée ce serait de remplacer, pour essayer de faire super simple, de remplacer la démocratie représentative par une démocratie délégative. Et donc quelque part, les personnes ne seraient pas pendant une législature désignées comme représentant la voix de l'électeur, mais aurait, entre guillemets, pour certains sujets, donc les débats devraient se refaire à chaque fois et les personnes pourraient changer en cours de route et dire, ben voilà, j'ai donné mon accord à cette personne-là pour me représenter sur ces sujets-là. Je me rends compte qu'au bout de 2 ans, la personne ne suit pas ce qu'il avait dit. Eh bien, je reprends mon vote et je le donne à quelqu'un d'autre qui va, lui, plutôt donc, plus le me représenter. changerait tout le temps. C'est ça. Mais les personnes sont représentants, donc les représentants restent tout le temps les mêmes. Ils ont été élus. Là, il y a leur poids. Voilà, c'est ça. Leur poids évolue par rapport au débat. Aurait plus de voix que d'autres en fonction voilà, du nombre d'électeurs qui lui donneraient confiance. Ça, tout à fait. Alors, bien sûr, c'est basé sur des technologies actuelles qui sont complexes, qui demandent une sécurisation, etc., etc. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place facilement, mais ça existe dans différents partis, comme le Parti pirate en Allemagne, ou comme par exemple, et je sais que c'est un mauvais exemple, mais c'est parce que les profils des personnes à l'intérieur ne sont pas très positifs, le mouvement 5 étoiles qui est géré de l'intérieur de cette manière-là, et ça fonctionne pour les décisions en interne du parti.
Après, est-ce que ça fonctionnerait à un niveau général avec des personnes qui seraient sur l'ensemble du panel politique? Je n'en sais rien, ça n'a jamais été testé. Mais en tout cas, le principe, par rapport à la question que tu posais, le principe de est-ce que ça pourrait fonctionner, techniquement, ça ne pourrait a priori pas fonctionner plus mal que ça ne fonctionne maintenant. Enfin, en tout cas, Didier, est-ce que c'est quelque chose qui peut te séduire ou au contraire, ce serait la médiacratie? Théoriquement, c'est toujours sympathique, mais je n'y crois pas. Objectivement, je n'y crois pas parce que c'est une superbe usine à gaz qu'on est en train de monter et qui manquera encore davantage de lisibilité. Nous avons besoin de stabilité et nous avons surtout besoin de politiques qui osent prendre des engagements au-delà d'un terme court. Et ça, c'est devenu le réel problème qui mine la démocratie et qui mine le travail du politique. Et la responsabilité est dans le chef du politique, est dans le chef du média, et dans le chef des citoyens eux-mêmes, qui finalement sont aussi, ne se mobilisent que pour le court terme, que pour l'intérêt immédiat du lendemain. Et donc, je veux dire, il faut savoir balayer devant toutes les portes et croire qu'on va changer ça, j'ai entendu, les démocraties finies représentatives, on va tirer au sort, etc. Tout ça, c'est sympathique, mais ça ne fonctionnera jamais. C'est de l'utopie, à la limite presque un peu de poujadisme, qui ne fera qu'aggraver encore le modèle démocratique. Je crois que nous avons une mission, sauf si on n'y croit plus, à retrouver le chemin d'une démocratie qui fonctionne sur le moyen et sur le long terme, et qui ne soit pas cas un cas, comme tout ce que nous vivons aujourd'hui, où vraiment, quand on lit les médias, quand on dit les informations, quand on entend les déclarations, je comprends que le citoyen, il décroche totalement. Il perd tous les jours confiance, et il ne le trouvera pas dans un système que le commun des mortels est incapable d'appréhender. Oui. Caroline, est-ce que finalement, le citoyen, le problème, c'est qu'il a trop peu de poids sur la démocratie, ou bien qu'au contraire, c'est que... Et donc la démocratie liquide pourrait répondre à cela, ou bien au contraire, est-ce que les élus politiques sont trop constamment sous la responsabilité, le contrôle d'une opinion publique à travers les médias? Je pense, et pour faire le lien avec les deux interventions, moi j'aime bien parler du syndrome TripAdvisor, qui est de dire on est en permanence en train d'évaluer, alors pas de l'évaluation de politique publique dans des cadres très rigoureux, mais de l'évaluation comme vous évaluez la qualité de votre équipage lors de tel vol, la qualité de votre livreur Uber, etc. Et là, on est dans un problème, c'est que on est justement dans la question, le citoyen voudrait quelque chose d'immédiat, c'est ce que Didier Gauzoin disait, tandis que la décision politique, elle doit se faire à long terme, parce que une décision que vous prenez aujourd'hui aura des impacts sur les décisions futures. Et c'est pour ça qu'on a des gouvernements, et c'est pour ça qu'il est difficile de former des gouvernements pour avoir un programme de gouvernement, pour savoir quelles sont les décisions que l'on prendra sur 5 ans, c'est pas du très long terme, mais c'est déjà un petit peu plus... Mais en fait, un parti politique, il est fondé autour de quoi? Qu'est-ce qui réunit les membres d'un parti politique? Je voudrais là aussi vous demander de prendre votre ardoise et de me dire, est-ce que pour vous, c'est plutôt finalement un même projet qui les réunit, ils sont ensemble pour défendre un projet politique, ou bien est-ce qu'un parti politique, c'est devenu plutôt un instrument de conquête et de partage du pouvoir? Ou encore autre chose? Alors, projet politique, instrument de conquête du pouvoir. Moi, je reste dans mon montre analyse peut-être. Positive, valeur. Valeur, donc autour d'une valeur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui unisse les gens. Ou bien est-ce, aujourd'hui, de manière descriptive? En principe, oui, il y a des liens qui sont typiques de telle ou telle formation politique qui permettent de les identifier. Alors j'appelle ça valeur, ça peut peut-être un peu autrement. Régis, obligation, c'est une obligation d'avoir des partis, parce que ce système, pour l'instant, on n'arrête pas de dire aux gens engagez-vous si vous voulez changer les choses. Et la seule manière de s'engager de manière concrète, c'est de passer par un parti politique existant qui a accès à tous les médias, etc. Obligé pour atteindre le pouvoir. Pour pouvoir faire changer les choses. Oui, ok. Je n'ai pas été original, j'ai mis projet, mais j'ai hésité avec valeur. D'accord. Parce que, est-ce qu'on n'a pas le sentiment parfois que des gens partagent plus de choses en commun avec des personnes d'autres partis politiques? Finalement, en termes de projet, en termes de valeurs, ce n'est pas toujours au sein de son même parti que l'on a la plus grande proximité, mais que, je ne sais pas, c'est peut-être l'histoire qui a fait qu'on s'est retrouvé dans un parti et puis que ça crée une forme quand même de
d'union, d'alliance, mais que ce n'est pas forcément aujourd'hui les projets politiques qui définissent le mieux l'opposition entre les partis politiques. C'est difficile à dire. Donc, je continue de penser que, oui, au départ, les partis politiques sont mus par des valeurs. Il y en a qui appellent idéologie, mais je commence à me méfier de ce mot idéologie. Et bien entendu, il y a des circonstances, il y a des phénomènes historiques parfois qui ont accéléré des processus de création de partis ou consolidé des processus de partis, donc au-delà des valeurs. Mais néanmoins, encore une fois, si on veut donner au parti ou au mouvement, peu importe, son rôle et sa place dans la démocratie, il faut que ces partis soient lisibles. Ils soient lisibles à travers la déclinaison de quelques valeurs ou d'un projet commun, peu importe. Est-ce qu'ils sont lisibles aujourd'hui ? On ne peut pas dire qu'ils ne le soient pas, mais est-ce que la question réelle à se poser, est-ce que réellement ces valeurs sont mises au service de leur action politique ? C'est ça le problème. Donc en d'autres termes, il y a un décalage entre ce qu'on vend ou ce qu'on veut transmettre et la transposition dans le combat politique. Et c'est aussi une des causes de désaffection en disant, mais enfin, moi je me suis engagé pour, et puis ils font autre chose. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage ? Mais parce que les partis politiques sont de plus en plus dans des contingences, qui sont des contingences de court terme, et qui fait que à tout le moment, soit ils font des compromis, et plus que des compromissions, le compromis n'est pas ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte de faire un compromis, mais une compromission ou des calculs électoraux ou des échanges de rapports entre les partis au pouvoir. Et tout ça tend à biaiser la lecture que l'on en a. Et finalement, on se raccroche à des espèces de grandes différenciations qui sont souvent issues de l'histoire, parfois même du 19e siècle. Alors on dit, la gauche défend les pauvres, la droite défend les riches, et finalement ce simplисme-là, ça conforte des parts importantes de l'establishment politique. Et à mon sens, c'est une manière aussi de figer le débat politique. Caroline, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de partis finalement chez nous ? Parce qu'il y en a de plus en plus quand même. On avait un système électoral qui était construit pour 3 partis au départ, puis il y a déjà eu le dédoublement avec le Nord et le Sud, et maintenant il y a 4, 5, 6, 7 partis parfois. Est-ce que ce n'est pas une des sources du problème aussi ? Aujourd'hui, les partis sont amenés à se positionner sur une série de préoccupations, de priorités qui sont extrêmement variées. On est aujourd'hui... 200 ans presque après la naissance de la Belgique, et on est dans une situation où on a des gouvernements beaucoup plus nombreux, beaucoup plus grands, de taille beaucoup plus grande, parce qu'il y a plus de préoccupations des gouvernements aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Il y a 200 ans, il y avait quelques ministères et c'était tout, et nos représentants... on n'aurait peut-être pas eu tous le droit de vote à ce moment-là, étaient amenés à se prononcer sur des points très particuliers, mais pas sur des détails comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, les partis doivent se prononcer sur des éléments qui ne sont plus dans leur core business, par exemple sur des questions environnementales. Et donc c'est là où on va retrouver forcément des points communs aujourd'hui. Oui. Mais je veux dire, c'est loin de leurs préoccupations de base, de naissance du parti. Et donc, forcément, on va retrouver des recoupements. On va retrouver des points communs entre les différents partis, et c'est ça aussi qui fait qu'il peut y avoir des ajustements. Certains partis sont nés sur telle thématique, mais aujourd'hui en portent d'autres plus particulièrement, et on peut retrouver des recompositions. Et s'il y a beaucoup de partis, c'est pas un luxe. C'est parce qu'il y a beaucoup de préoccupations à relayer. Et peut-être, ça veut dire aussi que les l'électeur ne se retrouve pas nécessairement dans un parti très très défini. Et on sait qu'il n'y a pas que la question du nombre de partis. On n'a plus des électeurs qui sont fidèles et qui votent d'une élection à l'autre pour le même parti. Si on a aussi beaucoup de partis, c'est parce qu'un jour vous votez pour tel parti, l'élection suivante, vous votez pour un autre. Mais toi, Régis, tu as voulu créer un nouveau mouvement d'ailleurs, politique.
Oui, on voulait faire quelque chose qui sortait un petit peu des canevas habituels parce que de nouveau, on entendait des gens qui nous disaient voilà, moi je suis électeur écolo, mais je trouve que le nucléaire est une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. On entendait des gens qui disaient moi je suis libéral, mais je suis pour l'impôt sur la fortune. Ou encore, on avait d'autres personnes qui disaient tiens, moi je suis socialiste, mais je voudrais absolument qu'il n'y ait plus de cumul de mandats. Mais ils avaient quelque chose en commun? Oui, ils voulaient faire changer les choses. Donc, quelque part, nous, c'était un petit peu l'objectif de dire, voilà, le monde actuel, la manière dont la politique gère la gestion de la société, la gestion de la cité, nous semble trop éloigné du terrain, des intentions, de ce que les gens veulent et de leur donner la possibilité de s'exprimer. Et donc, il faut changer, il faut donner une possibilité d'offrir une alternative à... souvent c'était droite-gauche, et donc essayer d'avoir quelque chose qui était un petit peu plus ouvert et qui pouvait se positionner sur certains sujets tout en restant, voilà, un petit peu à gauche pour certains sujets, un petit peu à droite pour certains sujets, au centre pour d'autres, et quelque part pouvoir offrir un panel de discussions qui permettait d'offrir des solutions innovantes qui n'étaient pas dans un dogme, c'est un terme que moi j'utilise, que les gens n'aiment pas beaucoup, mais on va dire dans des valeurs qui dataient du 19e ou du 20e siècle. Et pourquoi penses-tu que ce mouvement ne s'est pas imposé ? Clairement parce qu'on n'avait accès ni aux médias ni aux finances. Et donc si actuellement tu ne peux pas te faire connaître de l'électeur si tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas l'accès à la presse, qu'elle soit écrite ou médiatique. Et on a beau dire que maintenant avec les réseaux sociaux, on peut se faire connaître via YouTube, etc. C'est au moment où la personne arrive devant le bulletin de vote, quand il doit choisir, il va quand même, et c'est tout à fait naturel, choisir une personne qui lui donne l'impression d'être plus solide parce qu'il l'a vu dans des débats, parce qu'il l'a vu à la télévision, qu'il a lu son nom dans la presse, que quelqu'un qui l'a vu 3 fois sur 2 vidéos YouTube qui a réussi avec ses 50 € à passer. Et donc tu as le sentiment qu'il n'y a pas assez de renouvellement alors dans le système des partis ? Je pense que le renouvellement, il est malheureusement, de nouveau c'est un avis personnel et je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est une vision que beaucoup de personnes ont vue de l'extérieur, c'est que de toute façon pour arriver dans un parti à un niveau où on peut prendre des responsabilités, il faut de toute façon suivre un cursus, avoir une espèce de formatage qui quelque part oblige la personne à suivre une certaine logique pour pouvoir rentrer dans le rang. Sinon, il n'a pas accès, s'il est trop... à part un troublion qui est de temps en temps réussi à sortir du lot. Mais voilà, la plupart des gens qui sont arrivés dans un parti classique, ils sont arrivés parce qu'ils ont été pris sur leur aile par une personne plus ancienne avec plus d'expérience politique et qui lui a un peu expliqué comment il fallait faire pour arriver à satisfaire les dirigeants du parti pour pouvoir avoir une place. Alors je vais vous demander d'encore prendre vos ardoises et je voudrais tester auprès de vous une idée assez originale quand même qui a surgi pendant la première partie du processus Il fera beau demain et qui est l'idée qu'il faudrait limiter dans le temps les partis. On parle souvent de limiter dans le temps les mandats, mais non, c'est l'existence des partis politiques qui devrait être limitée dans le temps. Pour être plus précis, l'idée c'est qu'un parti, pour être reconnu, pour avoir accès au financement, devrait recueillir un certain nombre de signatures. Peut-être, 10 000 signatures de citoyens, le nombre importe peu, voilà. Et au bout de, 10 ans ou 15 ans, il devrait recommencer cette récolte de signatures pour se recréer sur un nouveau nom. Mais donc, ça forcerait ces partis politiques, pour défendre l'idée, ça forcerait ces partis politiques à justement se réinvestir dans cette réflexion sur leurs valeurs, se redemander si finalement, qu'est-ce qui nous unit, quel est le projet que l'on veut défendre, et aller chercher des signatures des électeurs. Et ça permettrait peut-être aussi alors à un nouveau parti de s'imposer plus facilement, puisque le financement serait limité à cette récolte de signatures et qu'on ne pourrait pas accumuler un trésor de guerre d'élection en élection. Donc voilà. Est-ce que limiter dans le temps les partis, vous pouvez me répondre oui ou non, est-ce que c'est une idée intéressante ou est-ce que c'est une idée absurde ? Moi, c'est une illusion. Illusion ? Non ? Mauvaise idée. À creuser. Ok. Alors, pourquoi illusion ? Prenons un parti qui a dû disparaître parce qu'il y a eu une décision de justice. Le Vlaamse Blok s'est créé, c'est le Vlaams Belang. Bien sûr. Et après le Vlaams Belang, ce sera le Belang Vlaams ou le Belang Blok. Et puis on va recréer ça. On pourrait jouer les mêmes acronymes avec le Parti Socialiste bien et sûr, tous les partis. Sûr. Et donc, est-ce que ça ne forcerait pas à poser la question ? C'est bien sûr que ce serait possible. Ce serait tout à fait. Ils vont nécessairement, tous ces partis qui sont en place vont nécessairement trouver les adhésions pour se recréer sous un autre nom. Et donc, c'est une manière, on a ça dans le commerce, où des gens recréent des sociétés, font faillite, mais ils recréent la même société sous un autre nom, etc.
Non, je ne crois pas que ce soit la solution, mais ce que je crois, c'est que oui, il y a la nécessité d'évaluer l'efficacité du politique. Et j'ai parlé d'instruments d'évaluation dans la gestion. Pourquoi pas l'étendre dans l'efficacité aussi d'un parti politique, hein. En quoi le parti politique a-t-il rencontré les engagements, les combats qu'il a menés, pour qu'au moins lui puisse se remettre en question, pour dire mais comment se fait-il que je m'essouffle, que je ne parviens pas à convaincre, parce que c'est souvent ça. Enfin, je veux dire, les partis qui sont au pouvoir et qui sont dans le top du panier, ils ne se remettent pas en question, hein, ils s'en foutent, ils sont au pouvoir. Qui se remet généralement en question? Ce sont les gens qui sont les plus menacés. C'est positif de se remettre en question. Moi, je suis dans une formation qui se remet en question depuis qu'elle est créée, donc je n'ai pas un problème par rapport à ça. On se remet nécessairement en question, parce que nous, on est fragile. À tout moment, on peut disparaître de la carte politique. Mais les grands partis ne le feront pas. Et les grands partis, ils s'appelleront autrement. Au lieu du MR, ça sera le RM, et puis ça sera reparti, et puis voilà. Donc, attention à ça. Effectivement, ce n'est certainement pas la solution, et le risque est important, mais pourtant, ça pourrait Régis, à creuser. Ça pourrait être une opportunité. Mais je m'imagine, prenons politique fiction. Imaginons qu'un parti de centre soit fort présent à Bruxelles et qu'un autre parti de centre soit fort présent en Wallonie. Actuellement, le parti a une ASBL, a un centre d'études, etc., etc. Il n'a aucune envie de disparaître et d'être remplacé par autre chose. L'autre parti a exactement la même chose. Peut-être que si au bout d'un certain temps, ces deux partis repartaient de zéro, ils pourraient se dire bon, on a quand même tout intérêt à recréer un truc commun qui a une force plus importante sur Bruxelles et une force plus importante sur la Wallonie. Et comme de toute façon on repart de zéro, faisons-le. Alors qu'actuellement, pour moi, c'est bloquant le fait que le parti a une structure qui existe et qui tant qu'elle existe, permet de rester et de perdurer. Caroline, tu étais sceptique sur l'idée, mais est-ce que finalement, le plus important, ce n'est pas cette question du financement? Le fait qu'un parti politique soit financé en fonction de ses résultats antérieurs, est-ce que finalement, ça ne donne pas une rente de situation qui avantage fortement les partis qui sont en place et qui empêche l'émergence de nouveaux mouvements citoyens, par exemple, comme celui que Régis avait essayé de lancer? Je pense qu'on a vu ces derniers temps, même si on a beaucoup de partis, qu'il n'y a plus de rente de situation pour les partis politiques. Il y a des partis qui se portaient bien, qui ne se portent plus de moins en moins bien. Moins en moins bien. Moi, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée, dans le sens que ça va introduire une nouvelle concurrence. On est dans le même genre de réflexion que faut-il garder la case de tête ou supprimer l'effet dévolutif de la case de tête. En supprimant l'effet dévolutif de la case de tête, on renforce, disons, le poids des votes pour les candidats. À quoi ça a donné lieu? Les élections avant étaient des compétitions entre des listes, entre des partis. Maintenant, les élections sont des compétitions entre des listes et au sein des listes entre les candidats pour essayer de grappiller quelques places de montée et de passer. C'est cette perte collective que tu disais tout à l'heure, c'est l'individu qui devient plus important que le projet. On introduit une nouvelle concurrence qui n'a pas d'intérêt. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de prendre des décisions à long terme. Si on supprime les partis au bout de 10 ans, on ne sait plus faire de la programmation à 10 ans, même si c'est très peu le cas, mais on pourrait espérer qu'il y ait des objectifs qui soient atteignables sur du long terme. On supprime cette opportunité-là. Et puis finalement, on va arriver à financer les partis politiques comme les chercheurs universitaires et se dire vous avez des beaux projets scientifiques, mais tous les 4 ans, il va falloir aller vous battre pour redemander un financement et on perd de l'expertise. On passe son temps à remplir des dossiers pour redemander des financements, alors que dans les partis aussi, comme dans la recherche, comme pour toutes les personnes qui ont des statuts précaires, on perd en qualité avec la précarité. Didier, cette question du financement des partis, c'est quand même pas quelque chose qui, à ton sens, est très important ? En tout cas, il y a aujourd'hui une différence telle entre le financement le plus important donné au parti le plus important et le financement au parti le moins important, une différence telle qu'il est impossible pour un parti de peu d'importance d'effectivement d'améliorer son expertise, d'investir dans sa communication, alors que d'autres, ils nagent dans l'argent. Ils nagent dans l'argent, car les partis ont un double financement, un financement par le nombre d'élus et d'électeurs, etc., et d'autre part, un financement via les différents parlements, par le nombre d'élus où ils ont des collaborateurs. Donc il y a un double financement, il y a une double prime aux vainqueurs, qui évidemment fait que ça crée des statu quo. Évidemment, et dans
l'électorat francophone, on est plutôt dans une situation relativement stable. Il n'y a pas des grands mouvements qui fait que, évidemment, il y a des rentes de situation qui étouffent les partis naissants ou qui veulent faire émerger une idée ou un projet nouveau. Didier, Caroline, on sent quand même, vous pensez vraiment que les partis politiques sont importants. Régis, tu es nettement moins convaincu, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même moyen d'essayer de trouver une forme d'organisation politique qui serait capable de réconcilier le citoyen et la politique, de faire le lien? Parce qu'aujourd'hui, Régis parlait de tour d'ivoire, mais donc si vous deviez imaginer les partis politiques, comment ils devraient évoluer idéalement, quel serait pour vous, et là encore, je vais peut-être vous demander de prendre vos ardoises, quel serait pour vous l'élément principal qu'il faudrait faire évoluer, ou la qualité première d'un parti politique? Est-ce que c'est son animation interne? Est-ce que c'est de devenir un mouvement? Mais alors, il faudra m'expliquer la différence. Donc, si vous pouviez changer une chose dans le fonctionnement des partis politiques, ce serait quoi? Et oui, c'est une craie à l'ancienne. Ça te rappelle sûrement des souvenirs d'enfance. La craie sur le tableau qui crisse. Alors, donc, Je sèche. eh bien, je vais commencer par Didier et Régis, comme ça tu as le temps de réfléchir. Donc, l'élément à changer, à améliorer dans le fonctionnement des partis pour rendre confiance. Régis, la transparence. Didier, l'évaluation externe. L'évaluation externe. Alors, je commence par Régis, puis je viens chez toi, Didier. La transparence, que veux-tu dire? Je veux dire que pour l'instant, quand on n'est pas dans le milieu politique, on est obligé de deviner ce qu'il s'y passe. Et donc, quelque part, si on n'est pas militant d'un parti, on est obligé de se baser sur ce que la presse en dit. Et donc, parfois, on entend des gens qui viennent nous dire « Ah, mais vous savez, ce qu'on dit, ce n'est pas du tout ce que la presse vous a expliqué. On fait tout à fait autre chose en intérieur. Vous vous trompez. » Et moi, ma réponse à chaque fois, c'est « Prouvez-le. Soyez transparent. » Quand il y a une discussion ouverte dans un parti sur un sujet, par exemple un sujet éthique, qui éventuellement peut faire qu'un parti peut se positionner ou pas sur quelque chose, mais qu'on sache que, OK, 51% du parti s'est positionné en interne dans cette direction et 49% dans l'autre, ça montre qu'en effet, le parti n'est peut-être pas monolithique. Je pense qu'il ne faut pas trop fantasmer sur des chiffres et des votes à l'intérieur des partis. La culture politique en Belgique, pour la décision politique dans les gouvernements, et je pense que dans la plupart des partis, c'est la même chose, c'est la question du consensus, de la collégialité. Et donc, on arrive à des accords entre nous, on fait un compromis, chacun met un peu de l'eau dans son vin, mais on n'est pas dans des rapports de majorité-opposition, et donc de vote et de chiffres. Il y a très peu de votes au sein d'un parti. J'ai l'impression, mais... Didier, ton expérience? La transparence, oui, je pense qu'il faudra qu'il y ait plus de transparence, notamment dans le financement des partis et l'usage de l'argent. Je trouve que je n'ai aucun problème. Je ne trouve pas légitime que certaines structures organisationnelles, c'est les partis politiques, mais c'est aussi des syndicats, échappent à des contrôles alors que c'est de l'argent public. Mais comment j'ai mis évaluation externe? Je crois qu'il faut un instrument d'évaluation au niveau de notre organisation étatique, région, État, peu importe, mais que les partis politiques puissent aussi avoir recours à ces instruments d'évaluation. En d'autres termes, prenons un exemple. L'information, CDH Défi CH font une proposition de loi importante sur une nouvelle clé de financement des bâtiments scolaires. Bon, c'est intéressant, mais... Ils le font ensemble. C'est intéressant, ils le font ensemble, mais il faudrait qu'un opérateur extérieur, un évaluateur extérieur, neutre bien entendu, pas fait par des créatures politiques, parce que même la Banque nationale aujourd'hui est composée de créatures politiques, et donc ça veut dire que parfois leurs analyses est très biaisée et louangeuse à l'égard des gouvernements. Donc un organisme neutre, ça existe dans le système anglo-saxon, et que les partis politiques puissent avoir recours à cet organisme en disant, nous avons une idée, nous voulons vous la tester, et bien entendu, dans la transparence, que les résultats soient communiqués, etc. Je pense que ça ferait une pression à la fois sur les autres partis politiques qui sont au pouvoir, qui aujourd'hui ont le monopole du savoir, ont le monopole de la communication, et finalement, ils étouffent le débat démocratique et réduisent l'opposition à, ils ont essayé, mais enfin... ça ne sert à rien. Alors, on commence à évoluer dans le bon sens,
puisque les programmes des partis doivent être évalués, etc. Mais enfin, les moyens ne sont pas là, c'est très c'est par le bureau du plan. Ouais, pour l'instant, c'est un peu embryonnaire. C'est très empirique et très embryonnaire, mais on devrait continuer à creuser dans cette voie-là, et ça devrait être un outil, alors peut-être pour les partis, et peut-être même pour des petits partis qui ne sont pas représentés, en disant j'ai des idées qui vont à contre-courant, pourquoi est-ce qu'on ne la teste pas? Ça peut être des idées de citoyens, ça peut être des idées de mouvements ou de partis, et qu'il y a un organe qui dit ben oui, c'est une piste qui n'est pas inintéressante. On parle du revenu universel, on entend tout. Il y a un type qui dit mais non, moi je suis à droite comme à gauche, hein. Mais qu'est-ce que ça va coûter? Quel va être l'impact sur la sécurité sociale? Tout ça, on n'en sait rien. Le citoyen n'en sait rien, et donc il s'abreuve de discours et de slogans. Et quand même, pour revenir sur le sujet, là, parce que Régis qui parlait de tour d'ivoire, j'ai quand même l'impression que les partis politiques ont perdu le contact avec les citoyens. Au départ, un parti, il s'inscrivait dans un mouvement plus large. Il y avait un syndicat, il y avait une mutuelle, il y avait, parfois un réseau scolaire. Et donc, il y avait une connexion, pour prendre voilà, le mot que je vois que Caroline, tu as mis. Et donc, est-ce que finalement, ce n'est pas cette connexion qui est perdue et qui fait le lien avec ce qui était dit tout à l'heure, coordination, interface, c'est ce que le parti doit jouer, mais il doit aussi jouer une connexion avec les citoyens. Comment aujourd'hui penser la capacité pour un parti, et je pense que c'est par là que je voudrais qu'on termine, essayer d'avoir des propositions les plus concrètes possibles pour qu'un parti puisse retrouver une connexion avec les citoyens. On parle d'en faire un mouvement pour parfois. Est-ce que au-delà de la sémantique, est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose de différent? Est-ce qu'un parti, un mouvement doit aussi faire des actions concrètes, par exemple? On voit que certains ont voulu faire des maisons médicales, par exemple, hein, donc qui sont plus présents sur le terrain parfois que dans les parlements. Est-ce que c'est quelque chose qui peut retrouver de la confiance, un lien avec les citoyens? Alors sur la connexion ou la déconnexion, je pense qu'il y a deux éléments, deux dimensions à prendre en compte. Déjà, les citoyens ont parfois des problèmes de connexion avec eux-mêmes. Je veux dire, je change d'avis. Ça nous arrive, ça, oui. Ça nous arrive à tous, même au meilleur. Donc, surtout au meilleur. Voilà. Donc c'est très difficile si nous n'avons pas une position fixe déjà sur la durée, d'exiger la même chose des autres. Ça, c'est une chose. Il y a un autre aspect de la connexion qui est de dire on aimerait bien que les responsables politiques soient peut-être moins hors sol. Okay, mais comment reconnecter? Au-delà des constats, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour reconnecter? Et on a justement des merveilleux outils en Belgique, dans tous les pays, mais en Belgique particulièrement, on a accordé une grande place à la société civile. Les partis politiques sont issus en tout cas les partis traditionnels. Longtemps. Oui, bien sûr, mais je veux dire, les organisations de la société civile existent toujours. Je veux dire, à part les syndicats, à part les mutuelles, à part les ASBL qui gravitaient autour des partis politiques, il y a des mouvements sociaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements sociaux qui se créent. Alors, ils sont moins durables que les associations de la société civile institutionnalisées, parce qu'ils ont des préoccupations beaucoup plus ponctuelles, parce que la militance a bougé. Comment un parti politique peut entrer en résonance avec ces mouvements sociaux? Les partis politiques, certains ont des centres d'études, certains partis politiques ont des ministres qui ont des cabinets et qui peuvent recevoir également les associations. Ça se fait. Parfois, on a l'impression que ça se fait plus beaucoup en ce moment, alors que peut-être plus que jamais dans la crise, on aurait besoin d'un peu aller reconsulter les parties prenantes, les personnes concernées, les groupes de jeunes. Régis, pour toi, ce lien entre citoyens et partis politiques, ça peut passer par ces mouvements sociaux ou bien il faut un lien plus direct? Moi, je vais dire quelque chose, c'est que je pense qu'il y a un préalable et que quelle que soit la solution qui sera choisie, il y a un ensemble de décisions qui doivent être prises par les responsables politiques, pour les partis politiques, qui permettront d'abord aux citoyens d'avoir confiance dans quel que soit ce qu'on va mettre en place. Je veux dire, on avait fait donc à une époque l'étude sur 3 mouvements citoyens qui avaient travaillé chacun dans leur coin sur ce qu'ils attendaient du politique comme amélioration. Et on avait 7 points qui étaient ressortis. Lesquels? Allez, 3 d'entre eux. Je triche, alors je prends mon copion. Allez. Donc les points, il y avait la fin des carrières politiques, l'objectivation des prises de position, la liberté d'expression de l'élu, la transparence dans les décisions, le principe d'un élu, un temps plein, la priorité aux compétences... Donc ça, c'est la limite au cumul des mandats. La priorité aux compétences et capacités ou formations quand c'est nécessaire, l'objectivation des résultats et la responsabilité devant ceux-ci, le travail en équipe et la co-construction,
Et pour terminer le 7e, l'intégrité, la transparence et le reflux des conflits d'intérêts. Et donc c'est une question de comportement d'abord, la restauration de la confiance, pas tellement d'implication citoyenne, c'est d'abord une question d'éthique. Quel que soit le parti, si le parti réinvente une grande nouveauté, quelque chose de super positif avec l'accès à tous les citoyens, et puis que de toute façon il va choisir ses ministres parmi les familles qui sont là depuis 60 ans, on va se dire à quoi bon. Il faut d'abord qu'on mette en place un système qui permet aux citoyens de se dire voilà, si je m'investis, j'ai l'impression qu'il y aura un impact parce que j'ai autant de chances que n'importe qui à pouvoir arriver à pouvoir donner mon avis ou à pouvoir donner un avis, que de se dire de toute façon, c'est rien que je m'investisse, de toute façon ça va rester dans une caste qui est comme ça depuis la nuit des temps dans les partis institués qui sont lourds et pas les plus petites structures. Moi, je peux souscrire à certaines des propositions, mais on en reste. Il ne faut pas non plus idéaliser le citoyen. On en reste à ce que les citoyens aujourd'hui ne s'engagent plus. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent plus? Parce qu'ils n'y croient plus. Ils ne croient plus en la démocratie. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. S'ils n'y croient plus, donc il y a un travail de reconsolidation de la démocratie. On doit refaire briller la démocratie. Alors, bien sûr, il faut dans les comportements, il faut l'objectivation, je l'ai dit, la transparence, il n'y a pas de souci. Mais je dis, il ne faut pas idéaliser le citoyen. Mais est-ce qu'il ne fuit pas aussi les étiquettes? S'il te plaît? Est-ce qu'il ne fouille pas aussi les étiquettes? Et une chose que le citoyen a beaucoup de mal à accepter, c'est l'idée que s'il s'engage quelque part, après il sera marqué. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on est marqué au fer rouge quand on fait de la politique. Hein. C'est pas facile à porter. Quoi, tu fais de la politique? Excusez-moi, dites à ma mère que j'étais pianiste. Hein. C'est très bien d'être pianiste. Très bien, mais c'est mieux d'être pianiste comme politique. Donc aujourd'hui, c'est une tare d'être politique. Il faut savoir supporter les critiques, les allusions, l'analyse schématique qui est faite, tout parti politique confondu. Donc, et le citoyen aujourd'hui, il est dans son petit confort. Malgré tout, ça l'arrangeait bien, qu'il y avait des types et des femmes qui s'occupaient de gérer à leur place. Il voit que ça ne va plus tout à fait bien, et donc on essaie de trouver le bouc émissaire. Mais le citoyen aussi est en déficit de militance, il est en déficit d'engagement, il a, je l'espère, aussi des valeurs, mais il ne veut pas consacrer trop de temps à ces valeurs. Donc il faut... on ne va pas simplement résoudre cette difficulté, ce mal-être que nous avons, uniquement en changeant les partis politiques. Mais la question, c'était comment rapprocher le citoyen de la politique. Si ça n'est pas comme ça n'est pas... Alors, je suis d'accord que le citoyen doit aussi se regarder dans le miroir, mais ça veut dire que quelque part, on se dit, oui, le citoyen lambda ne peut pas faire de politique, parce qu'il n'a peut-être pas les capacités ou l'envie, ou qu'importe. Mais donc, ça veut dire qu'on part du principe que pour faire de la politique, il faut un certain profil, on va dire ça comme ça. Non, il ne faut pas un profil, mais ça nécessite un engagement, comme d'être dans d'autres mouvements. C'est un engagement important qui bouffe du temps, qui bouffe de la vie de famille, et beaucoup de gens n'ont pas envie de faire ça. On est quand même dans une société très cocooning. Je termine avec un sentiment de chantier énorme, finalement de sentir que on n'y a pas une solution. On voit bien que les partis politiques sont quand même considérés comme étant un rouage important du jeu démocratique. On comprend bien qu'il y a une forme de défiance dans les partis, mais qu'on a l'impression que c'est peut-être un symptôme de la perte de confiance dans la démocratie, du manque de transparence, du manque d'évaluation externe, du manque d'efficacité. C'est en retrouvant de l'efficacité dans l'action politique que les partis, mais le monde politique dans son ensemble, va peut-être parvenir à retrouver la confiance des citoyens. Oui, ça je pense certainement, mais vous dire que le chantier est colossal. Hein. On sort d'un séisme démocratique de ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. On a vu que 70 millions d'individus se sont portés sur un folding, il faut bien le dire, qui n'a aucune référence démocratique, hein, qui n'est mu que par son intérêt personnel et un raciste et suprémaciste de surcroît. Donc c'est terrible ce qui se passe actuellement dans nos sociétés, la société américaine, mais pas loin de chez nous. Donc il y a vraiment une reprise en main des partis politiques, du modèle organisationnel, de la société civile. Le citoyen doit aussi se mobiliser pour la démocratie. Si le citoyen ne se mobilise pas concrètement pour la démocratie, à un moment donné, il ne faudra pas s'étonner qu'il soit un jour dans un modèle qu'il n'a pas voulu. Je retiens et je conclus sur cette idée de chantier pour restaurer la confiance dans la démocratie, de chantier pour repenser la manière dont un parti politique peut renouer le contact avec les citoyens. Et j'ai envie de vous dire que s'il y a un chantier, retroussons-nous les manches
Et c'est peut-être qu'alors, en travaillant, en s'engageant, parce qu'effectivement, le jeu politique est un jeu aussi de passion, d'engagement, ce n'est certainement pas qu'une carrière, ça doit d'abord être cette volonté d'engagement. Mais si on s'y met collectivement, avec tous ceux qui le veulent, je reste convaincu qu'ensemble, nous pouvons construire un mouvement positif.